Je suis Anne Pioz, psychothérapeute, et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bienvenue dans l'épisode 93 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Pour cet épisode de rentrée, marquant la fin de notre pause estivale, je suis très heureuse d'accueillir Ariane Garcia, dont vous connaissez peut-être le compte Instagram Ariane la Psy. Ariane est psychologue, diplômée en psychologie sociale de la santé, psychothérapeute spécialisée dans les troubles alimentaires et de l'image corporelle. Elle pratique la thérapie d'acceptation et d'engagement ou thérapie ACT dans une approche inclusive à l'égard du poids. Nous nous sommes rencontrés, Ariane et moi, vous vous en doutez, via Instagram et j'aime beaucoup le recul que propose Ariane dans ses publications. Elle est également une superviseure attentive de la pratique des collègues qu'elle accompagne, comme j'ai la chance de l'être. Bonjour Ariane. Bonjour Anne. Est-ce que tu souhaites compléter cette présentation ? Moi, ça me semble pas mal. Oui, peut-être je vais rajouter aussi le fait que dans l'approche inclusive à l'égard du poids, moi, je me base sur l'approche de l'alimentation intuitive dont tu parles très souvent, Anne, dans ton podcast, et aussi l'approche Health at Every Size, la santé à tous les poids. Et puis, je me forme aussi également, là, cette année, j'ai bientôt terminé ma formation en thérapie cognitive processuelle, qui est en fait une TCC plutôt bien protocolisée, on va dire. Ça peut être des troubles alimentaires ou d'autres problématiques pour aller travailler les schémas précoces inadaptés de Jung, des schémas de Jung. Bon, je vais pas développer ça aujourd'hui, mais voilà, c'était pour rajouter un peu ma nouvelle corde à mon arc là récemment. Oui, du coup, c'est vraiment plein de facettes différentes, plein de cordes à ton arc qui viennent, tu sais, j'étais avec l'image que j'emploie souvent d'ailleurs, mais du puzzle en fait, pour venir créer ta propre approche finalement, ton propre style de thérapeute dans ces accompagnements. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, je t'ai invitée aujourd'hui à la suite d'un post que tu as publié sur Instagram en mai dernier, donc en mai 2023, oui, nous sommes toujours en 2023, et qui avait pour thème la restriction, ça fonctionne. Ce post, il est venu rejoindre mon désir d'aborder ici sur le podcast le thème de l'ambivalence dans le processus de guérison des troubles alimentaires et plus largement celui des bénéfices secondaires aux comportements que nous mettons en place pour nous préserver à court terme. Mais nous allons y venir plus en détail tout au long de cet épisode. Et pour commencer, Ariane, est-ce que tu serais OK pour nous parler de ce post et de ce qui t'a motivé à le publier ? Je pense que c'est en fait à travers ma pratique clinique, c'est vraiment ce que j'observe au quotidien. Ça a été particulièrement frappant chez une personne que j'accompagne, à quel point ça fonctionne. Alors bon, je fais un petit aparté, mon petit titre de post, la restriction, ça fonctionne, est à prendre à un sens bien précis. Quand je dis ça fonctionne, c'est pas pour perdre du poids, c'est pas pour maintenir un certain poids. Pas du tout, c'est pas mon propos, mais c'était vraiment dans le sens, ça fonctionne pour éviter de ressentir certaines expériences intérieures. Donc, ça peut être des pensées, ça peut être des sensations, ça peut être certains types d'émotions, de sentiments. Et je pense que j'avais observé chez une personne que j'accompagne que ça marchait tellement bien que ça peut rendre difficile le fait d'observer les effets un peu plus néfastes de cette restriction. Parce que on est tellement dans un état, notamment on peut parler à travers les régimes d'une période un peu de lune de miel par exemple, où on va sentir notre confiance en nous qui est boostée, on va voir que
ça marche, entre gros guillemets, sur la Mmh. balance. On se dit que c'est bon, on est sur la bonne voie. Mmh. Peut-être qu'on se met à plus bouger parce qu'on se dit: «Bah, ça y est, je me sens plus à même de bouger» et cetera. Peut-être qu'on va faire du shopping parce qu'on se dit: «Bah, ça y est, là, je suis dans une bonne dynamique». Du coup, Mmh. on se sent bien et cetera et du coup, ça pour, notre esprit, hein, notre cerveau humain, c'est très, très renforçateur et Mais oui. c'est ce qui peut participer aussi, au déni, hein, la face qui peut être, vraiment présente dans les troubles du comportement alimentaire Mmh. parce que ça peut Mmh. fonctionner pour ce sur quoi on est en train d'essayer de lutter, en fait, en tout cas Ouais. à court terme. Mais oui, oui, c'est vraiment grisant. Tu sais, c'est le Ouais. mot qui me venait, heu, pour avoir, voilà, entrepris de nombreux régimes dans les 30 premières années de ma vie ou 40 premières années de ma Mmh. vie. C'est vraiment, oui, cette lune de miel, comme tu dis, ce côté grisant, d'avoir l'impression d'avoir beaucoup plus de pouvoir, enfin d'être, Mmh. et puis en plus de ça, on peut être hyper valorisé par l'entourage, Tout et à par la fait. société dans ce processus-là. Mmh Beh oui. et oui, qui vient renforcer ça et je trouve que c'est peut-être une des choses les plus, difficiles dans les problématiques en lien avec les troubles alimentaires ou une relation troublée à l'alimentation. C'est qu'il y a vraiment cet entourage qui potentiellement peut venir renforcer ça encore plus. Mmh. Alors que, Mmh. par exemple, si on prend la problématique, je sais pas, des tocs, de vérification, par exemple, une personne qui va vérifier, des dizaines et des dizaines de fois si le gaz est bien coupé, qui va Mmh. avoir besoin de refermer la porte aussi peut-être plusieurs fois ou qui Mmh va mh. avoir besoin de se laver les mains fréquemment et cetera. Au bout d'un moment, quand les TOC prennent beaucoup d'ampleur, les proches peuvent commencer à dire à la personne: «Écoute, ça te prend quand même beaucoup de temps, tu sors quasiment plus de chez toi, on se voit plus. Non seulement je m'inquiète, mais en plus, bah» enfin, il peut même y avoir l'effet inverse, hein, c'est-à-dire, ça peut Mmh. être, stigmatisant, ça peut être, on peut recevoir des remarques, vraiment pas aidantes. Mmh mh. Mais bon, en tout cas, il y a le côté, le social, la société, nos proches vont peut-être nous renvoyer des choses autour de, bah, c'est pas hyper normal ce qui est en train de se Oui, passer là. oui, Par oui, contre, sur complètement. les troubles alimentaires et la relation trouble à l'alimentation, une personne qui va faire hyper attention à ce qu'elle mange, qui va en plus commencer à perdre du poids. Alors c'est toujours pareil, dans une certaine limite, hein, bien sûr, Mmh tout va mh. bien jusqu'à ce qu'effectivement on se dise: «Ah bah là, vraiment la personne a perdu énormément de poids». Peut-être que là, on commence à s'inquiéter, mais finalement, il y a quand même toute une phase avant, Mmh. ou même chez Ouais. les personnes qui vont être très grosses et qui vont, faire de Mmh. l'anorexie mentale, bah, ça va totalement passer à la trappe parce qu'on va dire: «Ah super, la personne perd du poids, bravo». Donc ça va être les proches, ça Mmh. va être, les professionnels de santé, notamment les médecins. Il y a plein de personnes comme ça qui vont venir valider, venir dire, bravo, féliciter, Mmh. de ses efforts, voilà, c'est génial, pour toi, pour Ouais. ta santé et cetera et cetera. Mmh. Mmh. C'est hyper renforçateur. Si en plus, c'est renforçateur à court terme dans le sens, bah, on va arrêter de ressentir certains éprouvés difficiles, mais en plus de ça, si, autour de nous, les gens viennent renforcer ça, le valoriser, bah, c pour nous, hein, les êtres humains, c'est très, très, très renforçateur de certains Mmh. Mmh. comportements, hein. Ouais, et oui, et oui. Et il y a une chose importante, dont tu as parlé, c'est ces bénéfices à court terme, et j'ai envie qu'on s'arrête un petit peu là-dessus, sur les fonctions que vont avoir les comportements à court terme, moyen ou long terme, hein. Mmh. Dans la thérapie ACT, on parle souvent, en tout cas on envisage souvent les comportements de cette façon-là, et on se rend compte, alors déjà d'une manière générale, hein, quand je l'explique souvent aux personnes que j'accompagne, nous ne mettons pas en place des comportements pour rien, en fait. Mmh. c'est, Tout à fait. c'est pas, voilà. Donc je sais pas si tu as envie d'expliquer ça, hein. Qu'est-ce qui fait qu'on met en place des comportements, quels qu'ils soient Mmh finalement? mh. Et ben, nos comportements, ils vont avoir, une fonction. En thérapie ACT, on va, observer notamment, 2 fonctions principales de nos comportements. Mmh. La première, ça va être la fonction appétitive, dans le sens se rapprocher de choses et ou de personnes importantes pour nous. Alors,
Quand je dis se rapprocher, c'est intérieurement, parce que des fois, je dis se rapprocher de personnes importantes pour nous. Bah oui, on peut se rapprocher physiquement de ces personnes-là, Mmh. mais aussi intérieurement, intimement dans les sensations, les émotions, les pensées qu'on va pouvoir avoir. Donc que ce soit auprès des personnes ou que ce soit auprès de ce qui est important pour nous, qu'en acte on va appeler nos valeurs. Donc Mmh. ça peut être tout un tas de choses. Voilà, moi les miennes, ça va être la liberté, la découverte, le respect de l'autre, la connexion à l'autre, parmi tant d'autres. Bah, mes comportements peuvent avoir la fonction de me rapprocher de ça, et Mmh. intérieurement de venir me rapprocher d'expériences intérieures en lien avec ça, pour me faire sentir connectée aux autres, pour me faire Mmh. sentir libre, et cetera. Mmh. Ça, c'est une première fonction. Ils peuvent en avoir une autre, qui est celle de s'éloigner. Les comportements avec la première fonction dont j'ai parlé, on les appelle souvent en acte les actions d'approche. On les fait pour se rapprocher d'eux, Mmh. intérieurement ou extérieurement. Mais il y a aussi nos comportements d'éloignement, les actions d'éloignement qu'on va faire. Alors celles-là, elles vont avoir pour fonction de venir nous permettre d'éviter de nous éloigner, de réduire, voire de supprimer Mmh. certains éprouvés intérieurs. Oui. Donc encore une fois, je répète, les éprouvés intérieurs, ça peut être des pensées, ça peut être des sensations physiques, ça peut être des sentiments, des émotions, Mmh. ça peut être des images intérieures, mentales, ça peut être tout un tas de Mmh. choses. Et donc on va les mettre en place pour, alors dans 2 sens, soit pour que ça s'arrête, soit Mmh. des fois aussi en réaction à. Mmh. Par exemple, peut-être, bah, je vais ressentir de la colère Mmh. et en réaction à cette colère, je vais agir de manière réactive à cette colère, peut-être en devenant agressive, par exemple. Mmh. Sauf qu'on va aussi l'appeler action d'éloignement, dans le sens où je m'éloigne aussi des personnes et des choses qui sont importantes pour moi, et donc de mes valeurs, Mmh. des fois, quand je fais ces comportements-là. Oui. Donc voilà, c'est un peu les 2 fonctions. Il y en a une qui va chercher à annuler des choses ou être en Mmh. réaction à certains éprouvés, puis il y en a d'autres, ça va être vraiment pour nous rapprocher. Mmh. Mmh. Oui, et c'est très parlant, je pense, hein, pour les personnes qui nous écoutent et qui vivent une relation troublée avec leur alimentation ou un trouble des conduites alimentaires. Ces fameux comportements qu'on met en place pour faire taire la petite voix dans la tête, tu vois, qui vient nous faire culpabiliser, qui vient nous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et que c'est extrêmement difficile d'y résister. Donc, on va mettre en place, par exemple, des comportements pour éviter de ressentir de la culpabilité, ou tu le disais au départ, pour se sentir plus puissant, pour se sentir plus en Tout confiance, à fait. plus proche d'un idéal, etc., Mmh, mmh, etc. mmh. Donc, et du coup, c'est très utile parce que ça nous évite finalement. Hein. Tu parlais de comportements qui peuvent éloigner ou éviter finalement de ressentir quelque chose de désagréable. Mmh mh. Oui, ou Mm. alors, comme tu le disais juste là maintenant, nous permettre, ça peut être le cas dans les addictions par exemple, si je prends, je sais pas, de la cocaïne, peut-être que justement ce que je recherche à travers cette prise de substance, on va me dire: «Bah si, là, c'est pour me rapprocher d'un certain état intérieur finalement». Mm. Certes, mais encore une fois, c'est pour ça que tu parlais de court terme, moyen terme, long Mhm. terme, mais moi j'aime bien toujours aussi ramener, alors moi souvent, les évaluations, je les fais court terme, long terme, hein, et Mm. aussi sur une 3e colonne entre guillemets, Mhm. est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de la personne que j'ai envie d'être, des choses que Mm. j'ai envie de faire dans ma vie? Est-ce que ça m'éloigne finalement de certaines relations? Est-ce que donc là, ça peut aussi nous amener cette dimension-là, parce que si je reviens aux troubles alimentaires, par exemple, comme tu le disais justement Anne, bah, peut-être des fois me restreindre, ça va très bien fonctionner pour me sentir ultra forte, Mm. ultra, voilà. Je trouve des fois qu'il peut être, comparé à l'effet de certaines substances, hein, de vraiment se Mm. sentir, plus forte que tout, enivrée, vraiment, Invincible presque. invaincu ouais, tout à fait, Ouais. et en fait,
OK, on pourrait se dire, en soi, c'est agréable de ressentir ça, donc Mmh. en fait, ce comportement, on pourrait se dire qu'il est fonctionnel au regard de Mais ça, de oui. se dire, il remplit bien sa fonction, en fait, hein. Sauf que Complètement. effectivement, ça demande après de regarder à long terme, quels sont les Mmh. impacts, sur mon état intérieur et sur, les éprouvés difficiles que je peux ressentir. Est-ce que ça les fait disparaître ou pas? Et aussi, est-ce que ça m'éloigne des choses et des personnes importantes pour moi? Parce que des fois, ça fonctionne pas trop mal, ces actions d'éloignement, ces comportements d'éloignement. Mais en contrepartie, ça peut nous coûter des relations, ça peut nous coûter, si par exemple une de mes valeurs c'est la liberté, peut-être ça peut me coûter ça aussi. Donc Mmh. c'est important à aller évaluer tout ça en tout cas selon moi. Et oui, et du coup, tu proposais dans le post, hein, quelques questions à se poser Mmh mh. finalement pour, se demander, OK, je me sens bien, mais 3 petits points, hein. Mmh mh. Quelle place ça prend dans ma vie? Enfin et cetera et cetera. Donc parce que voilà, j'étais avec cette question, tu l'as dit, OK, ça fonctionne, donc c'est quoi le problème C'est finalement? tout à fait. C'est quoi le problème? Et c'est comme ça qu'on peut, enfin, je sais pas si toi tu as déjà observé autour de toi des personnes qui vont contrôler plus ou moins leur alimentation, mais plutôt plus que moins, pendant des mois, des années, Des années. et pour qui c'est un mode de vie, enfin, et Tout à qui se fait. disent, en fait, où est le problème? Moi, ça me convient très bien, Tout à finalement. fait, tout à fait. Mmh. C'est difficile de c'est ça quand tu me demandais qu'est-ce qui m'a donné l'idée du post, je te dis, je pense Mmh mh. que, voilà, c'était une personne que j'accompagnais pour qui c'était pas forcément évident de se rendre compte tout ce qu'elle mettait en place déjà et puis l'impact que ça pouvait avoir en fait, sur elle et sur sa vie parce que c'était tellement devenu il y a aussi ça, hein, qui peut se passer, c'est que ça devient tellement notre normalité et puis comme tu l'as très bien Mmh. dit, Anne, en plus, c'est valorisé et cetera et puis c'est très normal dans notre société, hein, de venir contrôler ce qu'on Oui. mange pour contrôler notre poids, c'est normalisé et valorisé mais du coup, ça peut devenir, comme tu le disais là, un mode de vie, où on vient plus questionner tout ça, on vient plus questionner le coût que ça peut Mmh. avoir par ailleurs et puis on peut même avoir du mal à le ressentir ce coût parce que, au bout d'un moment, si il y a surtout les bénéfices qui se font sortir et en même Mmh. temps, c'est intéressant parce qu'en l'occurrence, si cette personne-là venait me voir, Oui, c'est oui. c'est que quelque part les coûts commençaient à devenir, trop importants finalement, mais que ça demandait de Mmh. passer le temps de pouvoir les observer, hein, ces coûts-là, parce que sinon on peut vite rester coincé encore longtemps dans maintenir ces comportements-là, hein, tant qu'on n'a pas compris, non seulement compris, mentalement, intellectuellement, mais aussi, intérieurement, émotionnellement que Mmh. continuer à mettre en place ces comportements-là, en fait, ne fait que renforcer, un état intérieur, dans lequel on va être, enlisé dans nos peurs, notamment la peur de prendre du poids ou de perdre le contrôle ou la peur de certains types d'aliments ou des fois, la peur du regard des autres, et cetera. En fait, ça ne fait que les renforcer à long terme plutôt Mmh. que, voilà, beaucoup de personnes vont formuler ça quelque part: «Perdre du poids, ça me permet d'avoir confiance en moi, ça me permet Mmh. de plus m'estimer, ça me permet de dans le regard des autres, d'y accorder moins d'importance et en même temps de me sentir quand même, importante dans le regard». Mmh. Donc il y a tout ça qui peut se passer quand on est dans une logique de perte de poids ou quand on est en train de perdre du poids, hein, et qu'on le ressent. C'est pas un faux ami, c'est pas une erreur de jugement de se dire: vraiment, je me sens mieux, quand je Oui, perds du poids et quand je suis en restriction». C'est vraiment ce qu'on ressent, mais mais oui. est-ce que ça dure? Je pense que c'est souvent la question qu'on pose nous en thérapie, c'est si ça durait comme ça indéfiniment et que ça avait pas d'impact Mmh. la santé physique, mentale, sociale, sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur nos valeurs, sur ce qui est important pour nous, sur nos relations, OK, très bien. Mais si ça commence à en avoir un, ça vaut peut-être le coup de repenser les choses. Oui, et ce serait ça les coûts à long terme. Tout à fait. Les coûts à long Ouais. terme, c'est que ça peut coûter des relations, ça peut coûter des moments de vie. Moi, j'invite vraiment les personnes qui nous écoutent aussi à venir observer,
combien même dans l'instant présent, en fait, ça peut couper, en acte. On travaille beaucoup ça aussi sur, revenir à l'instant présent. Quand on se rend compte à quel point, les pensées de restriction, les calculs sur qu'est-ce que je vais pouvoir manger après, là j'ai mangé ça, qu'est-ce qui va se passer si Mmh. je suis invitée au restaurant ou que j'y vais avec, ma compagne ou mon compagnon? Eh bien, je vais commencer déjà à me demander: «Qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Est-ce qu'il y a le menu quelque part? Est-ce que je vais Mmh. pouvoir estimer les calories? Est-ce que je peux déjà» comment je suis dans ma connexion à moi-même et aux autres finalement au quotidien, ça peut déjà être ça le coup premier, c'est Mmh. je suis peut-être plus là la plupart du temps en fait, je suis dans ces Ouais. pensées, continuelles et ça peut vraiment avoir un impact dans nos relations, au travail, sur nos loisirs, sur notre santé, sur tellement, tellement d'aspects de notre vie et si, ben, on Mmh. commence à en ressentir, un impact, c'est que, ben, on peut avoir vraiment besoin d'aide, hein, par rapport à ça. Ouais. Oui, oui, moi je suis avec toute cette charge mentale qui s'installe finalement, relativement rapidement, quand on commence un régime, hein, pour, celles et ceux qui ont déjà vécu cette expérience, je pense que vous voyez de quoi je parle, hein, d'anticipation, de calcul Mmh et effectivement après, je suis avec cette notion de balance, alors pas la balance pour le poids, mh. mais de la balance entre, OK, qu'est-ce que ça facilite en fait? Qu'est-ce que ça me permet de ressentir d'agréable? Mais qu'est-ce que de l'autre côté ça me coûte, hein? Tu parlais de Ouais. coût et je trouve que le mot est vraiment juste. Et si c'est équilibré, que c'est OK pour moi, bah, je pense que d'ailleurs les personnes qui n'écouteraient même pas ce podcast, enfin ne se posent même pas de questions. Hem Parce que j'en ai déjà rencontré, hein, des personnes pour qui c'est un mode de vie finalement, bah, Mmh puis mh. ça pose pas de questions en fait. Mmh Donc mh. bah OK, si, la balance elle est à l'équilibre ou que ça penche plutôt du côté, plus positif dans ces Mmh mh. comportements-là, bah, voilà, où est le problème en fait, hein? Tout à fait. Mais par contre et comme tu le disais, par rapport à la personne, qui t'a inspiré le post, bah, elle venait demander de l'aide parce que ça commençait à coûter trop cher en fait. Mmh. C'est Mmh le mh. côté de la balance, ça commençait à être pesant quoi. Donc bah, voilà, c'est déjà un premier pas finalement, hein. Je Tout à fait. m'aperçois que le coût est plus lourd que les avantages. Donc OK et je trouve ça très juste, et très parlant, très éclairant ce que tu proposes dans l'observation, dans le moment même presque, hein. Je Mmh trouve que mh. l'exemple du restaurant, il est chouette parce que voilà, on peut tous et toutes visualiser ce moment où on est là en train de regarder le menu et de se dire «Oh, ouais mais si je prends ça, mais non, alors après demain il faudra que je fasse ça, tac blabla» et pendant ce temps-là, je suis pas en train de profiter de ce Mmh mh. moment, de profiter de la personne avec qui je suis, de profiter de ce plat que je vais déguster Mmh mh. avec tous mes Tout à fait. sens. Donc rien que cet exemple, je trouve, il vient parler de ce coup-là et de cette charge mentale-là. Mmh Mmh. mh. Et alors bon, il y a ce moment où on peut prendre conscience, se dire, bah, OK, finalement ce comportement-là, je me rends compte qu'à long terme, bah, ça a un coût que j'ai plus envie d'assumer Mmh mh. finalement, de vivre et bah, OK, ce serait quoi les étapes s'il y en a? Enfin, qu'est-ce que je fais maintenant avec ma balance qui est déséquilibrée, quoi? Mmh Comment mh. j'arrive, je vais voir Ariane, je vais voir Anne ou je vais voir quelqu'un d'autre et OK, ce serait quoi l'étape d'après? Ah bah, c'est sûr que moi j'aurais tendance à dire que se faire accompagner, ça me semble vraiment très, très important parce que je trouve que de pouvoir faire ce travail-là, d'observer à court terme, long terme et est-ce que ça m'éloigne des choses importantes pour moi? De le faire avec une autre personne, c'est aidant quand même, je trouve, parce que ce mécanisme est tellement puissant des fois Mmh. qu'on a du mal à voir par soi-même, heu, que justement pour reprendre la notion d'action d'éloignement ou d'action d'approche, des fois on ne se rend pas compte que quand on fait notre séance de sport, c'est avant tout pour de l'éloignement en fait qu'on le fait, hein. C'est Mmh avant tout mh. pour, Oui. venir compenser ou pour changer la forme de notre corps, pour venir Mmh lutter mh. contre certains ressentis. Oui. Donc selon moi déjà rien que cette étape-là, ça vaut le coup, d'aller voir, voilà, un psychologue, un psychothérapeute ou même un ou une, diététicienne, spécialisée dans le comportement alimentaire, Mmh. de vraiment aller travailler sur ça après et il y a plein de choses possibles à travailler, je dirais. Ça peut être,
la relation à l'alimentation déjà, de se dire: «OK, où j'en suis à ce niveau-là? Est-ce que, je diabolise certains aliments, toute une catégorie d'aliments?» Et pareil là-dessus, je trouve que ça peut être vraiment subtil, en fait. Je pense que ça peut être ça Mmh, qui est mmh. difficile, c'est que, tu parlais de ton expérience personnelle, Anne, moi la mienne, quand j'ai eu une période aussi, de relations, troublées à l'alimentation, j'étais persuadée de pas faire de régime. Mmh. J'étais persuadée de pas me restreindre parce que moi j'étais déjà psychologue à cette époque-là et je connaissais déjà, pas mal de choses sur les sujets des troubles alimentaires et je me disais: «Bah, il y a des choses effectivement, faut pas en arriver là». Du coup, je Mmh. «composais» entre guillemets en Mmh. me disant, tu vois, pour reprendre le terme style de vie, c'était pour ma santé, Mmh. et en même temps si je pouvais perdre du poids, ça serait vraiment super, mais Mmh. je m'autorisais tout, mais en même temps, il fallait limiter. Donc c'est aussi ça, c'est Mmh. est-ce que, vraiment, je me retrouve serein ou sereine avec mon alimentation? Est-ce que vraiment tout est autorisé? Ou moi j'aime bien aussi dire, je pars un peu du principe que dès l'instant où il y a quelque chose qui est mis en place, quoi que ce puisse être, que ce soit extrêmement restrictif ou pas, qu'il y ait des gros, comportements compensatoires comme des vomissements, du sport intense, du jeûne et cetera ou pas, Mmh. alors qu'il y a quelque chose qui est mis en place dans le but de contrôler, de réduire, de maintenir, heu, Mmh. modifier le poids ou l'apparence physique quoi, c'est qu'on est dans une forme de régime, hein, de toute façon. Donc c'est aussi ça, Mmh. Mmh. c'est aussi prendre conscience, d'où est-ce que j'en suis à ce niveau-là? Est-ce que, quel est le niveau de contrôle aussi dans ma vie? Et puis, bon voilà, une fois qu'on a un peu fait l'état des lieux, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ce qu'on va chercher à faire ensuite et ça, on le travaille en thérapie et c'est intéressant d'aller aussi évaluer, qu'est-ce qui se passe pour nous dans les moments où on va se donner à ce type de comportement? Parce que comme tu l'as très bien dit, Anne, Mmh. si on le fait, c'est pas pour rien. Il y a plein de personnes d'ailleurs qui viennent me voir et qui ont tout à fait conscience de ça, en fait, et on le fait assez Mmh. rapidement, en fait, ce truc de court terme, long Oui. terme. Est-ce que ça m'éloigne parce qu'elles viennent me voir, elles me disent: «Non mais j'ai bien compris que ça fonctionnait pas et cetera, mais bon, Mmh. qu'est-ce qu'on en fait maintenant?» Mais c'est important de comprendre que si on le fait quand même, tout en Mmh mh. sachant que, ça fonctionne pas, c'est tellement difficile pour nous de faire face à ce qu'il y a en nous. Par exemple, ça peut être l'insatisfaction corporelle. Mmh. Malgré nous, on va quand même mettre en place ces comportements-là, donc en acte, ce qu'on va beaucoup, beaucoup travailler en fonction d'où la personne en est. Mais ça va être, par exemple, travailler la diffusion cognitive. Donc qu'est-ce que c'est? C'est vraiment prendre de la distance avec, nos pensées, pouvoir, les remettre au rang de pensées et créer une distance dans le sens se créer un espace entre elles et nous. On va Mmh. pouvoir aussi décider, t'en parler dans un de tes podcasts, Anne, du soi observateur, hein. C'est vraiment on va aller Oui. le muscler, le renforcer, ce soi observateur, de se dire: «OK, j'ai cette pensée qui me dit que» je sais pas, par exemple, si je fais pas, cette demi-heure de course aujourd'hui, pour, compenser ce que j'ai mangé, je vais pas le supporter. Si je le fais pas, je le Mmh. supporterai pas. Et c'est de pouvoir apprendre petit à petit, grâce à tout un tas d'outils, à tout un tas de choses qu'on peut apprendre à mettre en place, de les considérer, c'est une pensée, hein, comme une autre. En soi, elle va rien nous faire et au contraire, encore une fois, que de Mmh. répondre, de réagir à cette pensée en faisant ce qu'elle nous dit de faire, ça a plutôt tendance à la renforcer, à la rendre plus puissante qu'elle ne l'est, alors que c'est juste une pensée. Donc ça, c'est au niveau cognitif. Au Mmh niveau, mh. émotionnel, on va pas mal travailler ce qu'on appelle l'acceptation, puisque c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. On va travailler à pouvoir vivre ces émotions-là, de pouvoir les traverser et de pouvoir apprendre Oui. justement à si j'écoute pas cette pensée de: «Je dois absolument faire une demi-heure, de course pour compenser», c'est sûr qu'à contrario, tu vois, je reprends un peu ce modèle-là et c'est ça qui est très Mmh mh. renforçateur, en fait. C'est que si à court terme, j'ai cette pensée-là, puis j'ai peut-être les émotions associées, j'ai peut-être de Mmh. l'anxiété, j'ai peut-être même limite de l'angoisse quoi, à me dire: «Il Oui. faut absolument que je le fasse, il faut que je fasse mes 30 minutes de course et tout». Mmh. Si je le fais, ce comportement-là,
À court terme, alors ça peut être quelques millièmes de seconde, le court terme, Mmh, comme mmh. même plusieurs jours, hein. Le court terme, il peut être plus ou moins long. Bah, ça Ouais. peut me soulager, me dire: «C'est bon, tout est Mais sous oui, contrôle, ouf. ça va bien se Oui, passer, ouf». C'est pour ça, en fait, qu'on les fait ce comportement-là. C'est pour ben venir oui. ressentir ce: «Ah, c'est bon, Ah, tout va oui, bien, tout est sous contrôle, tout va bien». c'est Sauf ça. Mmh. qu'effectivement, comme on l'a vu, bah, à long terme, ça peut m'emprisonner, ça peut au contraire renforcer. Parce que comme j'ai Mmh. jamais l'opportunité de faire face et de Mmh. laisser traverser finalement par cette anxiété que j'ai en moi et que j'ai toutes Ouais. ces pensées qui tournent dans ma tête: «Mais si je vais pas courir, je vais prendre du poids. Si je prends du poids, ça va être catastrophique pour plein, plein de raisons». Heu, Mmh. Bah, du coup, ça crée aussi au bout d'un moment une sorte d'intolérance à certains ressentis intérieurs et Mmh de mh. manière assez logique, en fait. Si je suis plus en capacité de ressentir ça, de rester avec ça, bah, je vais mettre en place le comportement. Sur le Ouais. moment, ça me soulage et puis hop, de toute façon, ça finit par revenir. De toute façon, à un Mmh. moment donné, ce que j'appellerais le long terme, au bout d'un moment, ça revient. Des fois, ça revient Ouais. même encore plus fort, c'est de Mmh. plus en plus intense, donc on a de plus en plus besoin de faire le comportement et cetera. Donc pour prendre Ouais. la machine inverse, pour revenir sur l'acceptation, c'est justement pour casser un peu cette boucle-là. Donc d'une part la diffusion, prendre un peu de distance avec ces pensées-là, les prendre en compte, les écouter. On ne cherche pas à les combattre ou à les faire disparaître. Au contraire, justement, on va faire un Mmh. truc un peu Mmh. différent. On fait autre chose en fait, hein, que ce qu'on a l'habitude de faire. On les laisse être là, mais on n'est pas obligé de faire ce Ouais. qu'elles nous disent. Et en même temps, bah, peut-être je vais me laisser traverser par cet inconfort que ça me fait vivre de pas faire le comportement Mmh. et voir ce qui se passe quoi, de me dire: Mmh. «Est-ce que» parce que souvent dans ces moments-là, on vraiment, hein, quand on a cette pensée de: «Je n'y arriverai pas, je ne Mmh. supporterai pas de rester comme ça sans faire mes 30 minutes de course», bah, vraiment on le sent dans le plus profond de nos tripes qu'on va être Ouais. terrassé, Mais qu'on va oui. être, Mmh. c'est comme je dis, hein, ça peut être de l'angoisse, ça peut être un niveau de peur très, très important, donc rester avec, ça paraît vraiment genre, Impossible. Ouais. intuitif quoi, en fait, hein, de se dire: Ouais. «OK, je vais rester avec ça», c'est complètement une idée un peu, loufoque et alors, Oui. l'acceptation, c'est un processus, hein, ça se fait pas comme ça, on le fait pas à pas Mmh. aussi, mais Ouais. en tout cas, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire pour Mmh. passer de plus en plus d'une vie où je fais la plupart du temps des actions où je cherche à m'éloigner d'expériences Mmh. intérieures ou à m'en rapprocher de manière un peu, addictive quoi et de rester coincée dedans, Mmh. ben, avec tout un travail émotionnel, cognitif et Mmh. comportemental aussi, parce que je vais me mettre aussi petit à petit à aller m'exposer à faire donc nos fameuses actions d'approche. Je Mmh sais pas, mh. par exemple, je donne un exemple d'action d'approche, ça peut être, bah, on reprend l'exemple du restaurant, peut-être avec son compagnon ou sa compagne, de se dire: «Bah, allez, par exemple, mon action d'approche pour peut-être me rapprocher d'une relation plus sereine à l'alimentation, bah, ça va être peut-être dans un premier temps, peut-être je vais pas me sentir de choisir moi. Peut-être c'est déjà trop anxiogène, mais je vais prendre la même chose Mmh. peut-être que la personne qui m'accompagne dans un premier temps. Me dire: «Ce serait ça ma première action». Je vais prendre la même chose Mmh. comme ça, je réfléchis pas 100 ans à ce que je vais prendre, à les pour, les contre et tout. Je prends la même chose et puis peut-être deuxième action d'approche, ben, je vais essayer de me concentrer sur ce qui se passe dans l'instant présent autant que possible, hein. Peut-être que Mmh. j'ai des pensées qui vont venir me traverser, puis quand elles viennent, hop, je peux me rappeler, bah oui, c'est des pensées qui me traversent et puis je me reconcentre sur qu'est-ce qui est important pour moi. Ça peut être une première étape Ouais. et puis petit à petit, voilà, je peux peut-être apprendre de plus en plus à me dire: «Bah, qu'est-ce qui me plairait sur la carte?» Je vais aller choisir qu'est-ce qui me plaît là. Peu importe ce que j'ai pu manger dans ma journée avant et peu importe si ma tête est en train de me raconter l'histoire que si j'ai mangé Mmh. ça avant, surtout je devrais pas manger ça. Bah, je vais le faire parce que c'est important pour moi, ça me rapproche, ben, soit peu importe les valeurs qui pourraient vous parler, ça peut être la liberté, ça peut être ça me rapproche de la personne qui est avec moi, ça peut être ça me rapproche du plaisir, ça me rapproche de l'écoute de mes sensations, ça me rapproche de respecter les besoins de mon corps, peu importe. C'est quoi les petites Mmh. étapes comme ça et on avance. Donc là, c'est vraiment par le regard de l'acte, hein, que j'ai parlé parce qu'il y a Ouais. plein d'autres choses qui sont, possibles. On peut travailler Mmh. en alimentation intuitive, on peut le travailler aussi dans d'autres approches comme en Mmh. traumatologie,
comme le MDR par exemple. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles pour faire autrement. C'est-à-dire se dire, OK, j'ai C'est ça. constaté que je mets en place ce comportement-là en boucle, qu'est-ce que je fais? Et il y a plein de types d'approches de psychothérapie qui peuvent nous aider activement, concrètement, à apprendre à faire autre chose. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, j'aime bien le rappeler. Et être accompagné, ça peut vraiment être important, voire nécessaire, voire j'allais dire obligatoire, j'aime pas trop ce mot, mais il y a certaines choses qui Mmh. peuvent être modifiées tellement elles sont profondes, tellement elles sont douloureuses, tellement anciennes que dans le cas Mmh. d'une psychothérapie, en étant accompagné par une personne, je dirais. Oui, parce que dans les exemples très concrets que tu donnais, hein, et je te remercie parce que je trouve que c'est bien plus aidant pour comprendre, en fait. Et n'hésitez pas à transposer, hein, bien évidemment, ces exemples-là à des situations que vous vivez dans votre quotidien. En tout cas, c'est mon point de vue en tant que thérapeute, hein, donc il est sans doute biaisé, mais je trouve que ça peut être extrêmement difficile de pouvoir, par exemple, trouver le moyen, ou en tout cas petit à petit, d'être dans cette acceptation dont tu parlais et d'en traverser ses émotions. Surtout si on n'a jamais appris à le faire, parce que je pense que c'est tout un apprentissage, en fait, de pouvoir rester, par exemple, ne serait-ce que même quelques secondes avec l'angoisse que peut nous procurer le fait de ne pas faire cette demi-heure de sport dont tu parlais. Tu sais, je trouve aussi que c'est très parlant l'analogie que tu faisais avec les TOC, avec ces gestes, par exemple, de vérification qui viennent apaiser l'angoisse, l'anxiété qu'on peut ressentir à un moment donné. Bon, bah, se confronter seul à ces quelques secondes, même peut-être millisecondes au départ, c'est possible, hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas possible, mais voilà, en étant accompagné, je pense que ça peut être un petit peu plus confortable, voilà. De même que de l'autre côté, en fait, de cette balance où je vais m'engager dans des actions qui vont me rapprocher de ce qui est important pour moi. Bah voilà, les exemples que tu donnais de, OK, au début, peut-être juste prendre la même chose que la personne, enfin, etc., etc. Bah voilà, ça peut être aidant d'avoir une personne qui nous, comment dire, qui nous donne des exemples, qui nous dit, bah tiens, peut-être que si, vous essayez ça, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça, ce serait possible, envisageable? Voilà, c'est effectivement plus confortable. Oui, puis on peut un peu faire comme un plan d'exposition, hein, je dirais, où on peut aussi y aller pas à pas. Et moi, ça me semble aussi important d'aller évaluer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on se sent de faire, et on commence avec qu'est-ce qu'on se sent de faire, mais que à un moment donné du processus, ça va vraiment dépendre des personnes, hein, mais des fois, on a besoin, notamment, tu vois, c'est aussi une notion que je trouve importante en acte, mais Heu, avant même, tu vois, peut-être je vais partager une métaphore, tu vois, pour parler de ça Ah, avec plaisir, avec parce plaisir. que je l'aime beaucoup cette image-là, et tu vois, c'est pas la première fois que je me dis: «Ah, j'aimerais bien la partager, sur Instagram et cetera». Je prends jamais le temps, mais je trouve qu'elle est parfaite pour parler ce dont on parle aujourd'hui, là, cette fameuse, ambivalence, et peut-être que ce soit plus dur à dire qu'à faire. Du coup, passer de notre boucle coincée dans les actions d'éloignement à des actions d'approche. Heu, c'est vraiment d'imaginer comme si, je vous demande là, hein, ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, imaginez, c'est comme si lors de votre premier jour, sur terre, vous venez, de venir au monde, et puis, c'est un peu comme si on vous avait, bandé les yeux, mis un sac à dos sur le dos, et on vous avait dit: «Allez, avance». Et bon, vous, bon an, mal an, vous vous êtes mis à avancer, sauf que, vous saviez pas que vous étiez en train d'avancer. Je rappelle, vous aviez les yeux bandés. Hem, En fait, vous êtes en train d'avancer dans un champ de trous, rempli Ah de trous. mince. Bah ouais, ah mince, c'est quand même ballot. Et à ton avis, Anne, qu'est-ce qui finit par nous arriver si on se balade, dans un champ de trous, les yeux bandés? Ah bah, je pense qu'on va tomber, hein, ou Bah, trébucher au minimum. En tout cas, et quand je parle de trou, c'est genre, vraiment plusieurs mètres de profondeur, quoi. On est Ah dans un oui. truc, oui, oui, genre vraiment un trou, dans lequel
effectivement, on finit par tomber et dans lequel on se retrouve coincé. On n'arrive plus à en sortir, il est tellement profond que voilà quoi, on peut pas bien faire grand-chose. Donc on se retrouve dans notre trou là, toujours les yeux bandés, on a notre sac à dos. Bon, à ton avis, Anne, qu'est-ce qu'on peut se mettre à faire une fois qu'on est dans ce trou là, on est perdu, c'est quoi un peu les premières choses qu'on se mettra à faire alors qu'on est coincé dans notre trou là? Moi, je pense à essayer de remonter, mais enfin, s'il y a rien, voilà, je vais vite m'épuiser, donc à crier au secours. Bah oui, par exemple, on va crier au secours, on va essayer de remonter. Alors peut-être du coup, la première chose qu'on va faire, c'est déjà peut-être qu'on va se débander les yeux, on va se dire, on va regarder un peu Ah bah autour de oui. nous et puis on va se dire, bah comment je fais? Voilà, on va tout de suite chercher à se dire, bah comment je fais pour sortir de ce trou? Et comme tu le dis, Anne, bah peut-être que pendant longtemps, on va hurler, on va demander de l'aide, puis l'aide vient pas. Il y a personne, il y a que nous. Oh. Peut-être qu'on va essayer de grimper, etc. Puis en fait, on n'y arrive pas, ça nous demande beaucoup d'efforts. Bon. Faut pas oublier que dans mon histoire, on a un sac à dos. Donc peut-être ce qu'on va se mettre à faire, c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'il y a dans notre sac à dos? Il y a peut-être un truc qui va nous être utile. Bon, sauf qu'il se trouve que dans notre sac à dos, ce qu'on trouve, c'est une pelle. C'est ça l'outil qu'on a. Voilà. Ah, je sais pas si tu pressens, Anne, la problématique qu'il va y avoir. Bah oui. Qu'est-ce que je vais en faire de cette pelle? Exactement. Qu'est-ce que je vais en faire de cette pelle? Et c'est le seul outil que j'ai. Donc, après, de manière tout à fait logique, en fait, je rappelle, je suis seule dans un trou. Vraiment... Mais c'est horrible. Ben oui, elle est pas... Mais tu es en train de nous raconter un truc horrible, là, Ariane. Écoute, je suis en train d'imaginer comment on se sent dans ce genre de moment-là. Tu vas en parler d'une angoisse terrible, etc. On y est, Ah bah oui. On y est. Ah oui. On avait les yeux bandés jusqu'à présent. On est dans notre trou. On est... c'est terrible ce qui est en train de nous arriver. Donc, on cherche de manière tout à fait logique avec notre cerveau humain qui est là pour résoudre les problèmes. Bah, je vais chercher une solution. Et bon, j'ai appelé de l'aide, ça marche pas, etc. Bon, j'ai cette pelle-là. De manière assez logique, qu'est-ce que je vais me mettre à faire, Anne, avec ma pelle, en fait? J'ai ça. Qu'est-ce que je me mets à faire avec? Bah, creuser, je pense, mais je vois pas trop à quoi ça va me servir. Bien sûr. Bah, on peut se mettre à creuser, on se dit, bah, je vais creuser des galeries jusqu'à peut-être, peut-être sortir de mon trou, je vais essayer de creuser des espèces d'escaliers ou des rampes ou des trucs. Enfin, mettre à creuser dans tous les sens. En tout cas, je vais chercher à creuser pour sortir de mon trou. Sauf que moi, j'aime bien demander aux personnes, bah, depuis le temps que vous creusez, des rampes en allant faire les 30 minutes de course par jour, depuis le temps que vous creusez des galeries avec le fait d'enlever les glucides, depuis le temps que vous creusez des espèces d'escaliers là, bon an, mal an, qui font des trous en fait finalement en comptant vos calories. Bref, on peut mettre toutes les actions d'éloignement qu'on veut là-dedans. Depuis tant qu'on creuse dans notre trou, est-ce que notre trou il est rendu plus petit? Il a pas bougé ou il est beaucoup plus grand avec le temps? Il va s'agrandir à mon avis. Ouais, en fait, c'est ça qui se passe. Et en fait, souvent, quand on va voir quelqu'un, donc que ce soit toi, Anne, moi ou quelqu'un d'autre, souvent c'est ça qui se passe, c'est qu'on va voir le thérapeute, puis on lui dit, bah voilà, en fait, ça fait peut-être déjà des années que je suis dans mon trou là. Moi, j'ai essayé avec mes moyens, les moyens du bord, c'est-à-dire j'avais ma pelle, bah voilà, j'ai fait avec. J'ai creusé dans tous les sens, j'ai fait tout ça et ça marche pas pour régler mon problème de sortir du trou. Et du coup, bah l'attente qui est tout à fait logique, c'est de se dire bah j'ai besoin de faire autre chose en fait. J'ai besoin, je me rends bien compte que creuser avec ma pelle, ça marche pas. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider? Et le truc, c'est que j'aime bien dire aux personnes que oui, c'est déjà un super pas de faire ça. C'est déjà aller voir quelqu'un, faire cette initiative-là. C'est génial. C'est déjà le premier pas de faire autre chose, de pas rester dans nos modes de fonctionnement dysfonctionnels. Maintenant, la thérapie, bah, c'est pas forcément un truc vraiment facile. Et pour en revenir à c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est que bah même si moi, par exemple, je sais pas, Anne, déjà, je vais te demander, à ton avis, c'est quoi qui serait vachement plus utile comme outil pendant que je suis dans mon trou, là, je suis seule, je suis dans mon trou, plutôt qu'une pelle, c'est quoi qui pourrait m'être utile? Ah bah, une échelle. Oui. Bah oui, ce serait pas mal. Très clairement, une échelle, ça serait vraiment ultra utile.
Donc tu vois, c'est un peu comme si nous, tu vois, toi et moi, Anne, on était un peu des vendeuses d'échelles entre guillemets. Pour dire bah nous, on pourra avoir l'outil, tu vois. Et puis j'aime bien toujours dire aux gens, imaginez, c'est comme si derrière moi, voilà, j'avais un stand d'échelles et puis elles sont flambant neuves, elles sont de qualité, vraiment dernière qualité, tu vois, vraiment. Rutilante. Ouais, rutilante, exactement. Tu vois, elles brillent et tout. Elles sont au top du top. J'ai dit, bah, souvent, moi, j'aime bien dire, OK, bien sûr, moi, mon rôle peut être de vous tendre l'échelle. Maintenant, pour sûr, vous allez vous retrouver face à 2 difficultés auxquelles toute personne passe dans ce processus-là. La toute première difficulté, c'est que si ça fait des mois, voire des années, que je suis accrochée à ma pelle. Je répète, hein, tu l'as bien dit, Anne, c'est genre horrible comme situation. Je suis seule, je suis dans mon trou, il s'est rendu plus grand, je suis accrochée à ma pelle. Et puis, je sais pas si ça... Je vous invite, hein, ceux qui nous écoutent, ou Anne, toi aussi, si tu veux, si je sais pas si t'as un stylo ou quoi à portée de main, vraiment essayez de serrer très très fort avec vos mains là cet objet-là. Imaginez, c'est votre pelle, c'est le seul outil que vous avez, vous êtes seul dans votre trou, vous le serrez très très fort et voyez ce qui se passe quand, si vous lâchez, ça te fait quoi comme sensation, toi, Anne? Je sais pas si ça te fait toi, mais... Ça fait mal aux doigts, hein. Enfin, ouais, ça fait mal. Ouais. Ça fait Bah mal. oui. Et puis j'ai pas envie de la lâcher, ma pelle, Bah quoi. ouais. C'est parce que tu sais, j'étais en train de me dire, bah oui, ça a été mon réconfort quand même parce que j'y ai cru Mais en fait tout qu'elle à allait me fait. sauver, ma Mais pelle. tout à Donc fait. je vais pas la lâcher comme ça, en Et fait. c'est Et tout ce que oui. j'ai eu jusqu'à présent. Donc, premier Ben oui. obstacle. Déjà, la première chose à apprendre, c'est lâcher l'appel. Et on l'a, tu vois, on peut en faire l'expérience. Peut-être vous en avez fait l'expérience, ceux qui nous écoutent. Mais déjà, lâcher ce truc-là, bah, tu l'as dit, Anne, ça peut faire peur. Et puis, ça fait mal aussi. C'est quelque chose de douloureux. Donc, déjà, ça va être la première étape de... Et c'est souvent le cas, tu vois. Je pense que les personnes qui viennent nous voir, OK, il y en a certaines qui nous disent, bah, OK, rejeter la culture des régimes, OK, j'arrête le régime, mais c'est déjà de venir vraiment observer, est-ce que vraiment on a lâché l'appel, hein? Est-ce que on en est où de ce lâchage de pelle? Est-ce que vraiment on a lâché ce qu'on a appris à faire pendant des années? Donc, première chose vraiment pas facile à faire. Oui. Mais déjà, même une fois qu'on a fait ça, deuxième obstacle qui va se présenter à nous de manière certaine, et ça, je l'observe chez vraiment toutes les personnes que j'accompagne. Tu me diras, Anne, si c'est le cas toi aussi, mais c'est, je pense, une des choses les plus dures à faire. Je dirais lâcher l'appel, c'est dur, mais c'est pas aussi dur que l'autre étape. C'est-à-dire, ok, peut-être j'ai lâché ma pelle, du coup j'ai l'espace pour aller choper l'échelle que mon thérapeute est en train de me tendre. Mais pareil, on se remet dans le contexte. Si tout ce que j'ai fait depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années, c'est creuser avec ma pelle, quelle est... Il y a une très grande possibilité que je me mette à faire quoi avec mon échelle finalement? Ah bah à creuser. Bah oui. Et oui, à l'utiliser comme j'utilisais ma pelle, c'est ça. Exactement. Je vais prendre l'échelle et je vais me mettre à creuser avec. Mais Et oui. de la même manière que je creusais avec ma pelle. Et puis ma tête, elle va me dire quelque chose de très juste et elle aura raison. Elle va me dire, ça ne marche pas. Je creuse avec mon échelle et pourtant, je suis toujours rendue au même endroit, hein. Tu me diras, Anne, si ça te parle, mais il y a des fois des personnes qu'on accompagne qui nous disent, bah oui, je fais les trucs, j'écoute mes sensations, j'écoute ma faim, j'essaye de prêter attention à ça et ça. Et pourtant, ça marche pas à sortir de mon trou. Mais c'est toujours se demander, oui, mais est-ce que vraiment avec mon échelle, je me suis mis à faire autre chose? C'est-à-dire, à la fonction du comportement, hein. Est-ce que... Et ça arrive très souvent, je vais prendre l'alimentation intuitive, par exemple, si je reprends ma métaphore, j'ai creusé pendant des années avec la restriction, les régimes, le sport, etc. J'en suis toujours pas sortie de mon trou, voire il est de plus en plus grand. Quand on me tend l'échelle, admettons l'alimentation intuitive, hein, je vais souvent me mettre à faire la même chose, parce que je vais dire, si j'écoute mes sensations, si je prête attention à aux besoins de mon corps, etc., de la même manière, peut-être je vais pouvoir sortir du trou de l'insatisfaction corporelle, parce que mon corps va perdre du poids, parce que, etc. Et ça peut en fait amener à avoir la même fonction. C'est pour ça que j'aime bien dire, faire du sport peut avoir une fonction d'approche comme une action d'éloignement, en fait. Prêter attention à ce que je mange ce midi, par exemple, je sais pas, je donne un exemple d'approche.
hier soir, il y avait plus rien à la maison, on se dit on va commander à manger et puis moi j'ai des petits problèmes digestifs et j'ai réfléchi à mon compagnon m'a proposé un burger qu'on adore et tout, mais je me sentais pas au top au niveau digestif ces derniers temps. Je me suis dit non, là je le sens pas, je préfère qu'on prenne autre chose et on a choisi en fonction. Ça, c'est un exemple très concret de comment je le fais ça, mais pour me rapprocher de quelque chose de mon Ouais. bien-être digestif. J'ai Digestif. pas dit non au burger parce que c'est interdit, parce que c'est mauvais pour Mmh. moi, parce que c'est mauvais pour mon corps, parce que c'est en train de le détruire, parce que ça me fait prendre du poids. Non, parce que choisir autre chose, ça va m'ajouter quelque chose, ça va m'apporter quelque chose. Par contre, Mmh. la même action, dire non, je prends pas de burger, si c'est Mmh. la fonction dont je reprends, si je creuse avec cette action, on pourrait se dire oui, j'évite des problèmes digestifs et les sensations désagréables liées à mes problèmes Mmh. digestifs, Mmh. mais c'est flexible comme histoire. C'est pas genre j'ai plus jamais le droit de manger des burgers ou Ben de non. mal ou de et quand bien Mmh. même Mmh. si j'ai mal au ventre, je suis capable aussi de rester avec ça Mmh. et de le vivre Mmh. et de le Ouais. traverser. Ben oui. Donc c'est vraiment, pour revenir sur ma métaphore, c'est vraiment important d'avoir ces 2 notions en tête de même une fois qu'on a compris, OK, à court Mmh. à long terme, ça m'éloigne, d'accord, mais franchement, lâcher l'appel, très dur à faire et se mettre à faire Mmh. autre chose que se creuser avec notre échelle aussi Ouais. très compliqué à faire seul, je trouve. Je Mmh. trouve que cette 2e Ouais. étape, elle est particulièrement difficile à faire seule et où on peut avoir besoin d'être accompagné pour que le thérapeute nous aide Mmh. à faire la Mmh. différence entre est-ce que là je suis en train de creuser ou est-ce que là je suis en train de monter à l'échelle. Je Mmh. sais pas si elle te Ouais. parle toi, Mais Anne, en oui. tant que Ah psychothérapeute oui, 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 justement tout cette à fait. métaphore, ouais? Ouais. Ouais. Ah oui, oui, je trouve qu'elle est très, très éclairante, effectivement, hein. Et je pense, vous qui nous écoutez, que ça va sans doute vous parler aussi. Et je reste avec cette histoire de pelle, tu vois. Comment c'est Mmh. difficile de lâcher des comportements qui nous ont fait du bien, qui nous ont permis de survivre, en fait, pendant Mmh. des mois, voire des années. Tout à fait. C'est extrêmement difficile de les lâcher, que ce soit dans le Mmh mh. cadre d'un trouble alimentaire ou tout autre comportement qu'on a pu Tout à mettre en fait. place, hein. Et effectivement, nous, on a beau arriver avec notre belle échelle, toute rutilante, même en or Mmh mh. massif si ça se Mmh trouve, mh. Mmh mh. on va dire attends, mais non, qu'est-ce que tu me veux avec Mmh ton mh. échelle, quoi. Moi, Tout à je fait. pense pas que ça va marcher. Alors, on peut effectivement essayer un petit peu, mais ne pas changer finalement la façon dont on l'utilise. Voilà, pour petit à petit dire, ok, peut-être je peux monter sur la première, comment ça s'appelle, le premier Mmh mh, barreau, hein, mmh peut-être. mh. Oui, Et voire même, tu vois, j'étais avec ça en t'écoutant. Voire même, j'aurais peut-être envie, moi, de construire ma propre échelle à moi, en fait, oui, oui, oui. de la couleur qui me plaît, plutôt que celle Mmh mh, mmh. que mon ou ma thérapeute me propose. Et Mmh comment on mh. pourrait ensemble construire cette échelle, tu vois. Mmh J'étais mh. aussi... Et c'est là qu'on va réfléchir ensemble aux actions, à ce qu'on a envie de mettre en place. On va peut-être faire des détours vers le passé, vers tout ce qui a construit aussi les fonctions de l'appel, enfin, et le Tout pourquoi de à ce fait. trou dans lequel on est tombé. Enfin, voilà, donc c'est pas juste parce que tu sais, quelquefois, je sais pas si ça t'arrive, mais des personnes arrivent à nous et nous disent bon bah ok, donnez-moi la solution quoi, Oui. envoyez-moi l'échelle vite que je sorte du Oui, trou oui. quoi. Oui, Mais oui. sauf que Mais oui. bah non, c'est quand même plus compliqué que ça en fait. On Tout n'est à pas juste fait. des pompiers qui allons vous sortir du trou quoi avec Tout notre à fait, échelle. tout à fait. Les Hein, donc. processus psychologiques ne fonctionnent pas comme ça. C'est pour ça que vraiment le travail, c'est de pouvoir soi-même lâcher l'appel et après de se saisir de l'échelle et de se mettre à faire autre chose. Et ça, seule la personne peut le faire. Et comme tu le dis très bien, Anne, après de voir quelle est l'échelle qui lui convient. Il n'y en a pas genre une unique pour tout le monde et qui fonctionne pour tout le monde. Mmh, Et c'est un processus, mais c'est en ça que d'avoir une mmh, personne qui peut observer, justement, nous, c'est beaucoup ça qu'on fait, en fait. C'est ouais, observer ce mode de fonctionnement et pouvoir mettre des mots là-dessus. Et une fois qu'on a pu mettre des mots, de se dire, quand vous faites ça, vraisemblablement, là, c'est des coups de pelle que vous êtes en train de donner. Quand vous faites ça, observez, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que c'est différent? Est-ce que votre mmh, comportement là, a une fonction différente? C'est pour ça que j'aime bien aussi rappeler aux personnes que j'accompagne, à se dire, formulons des objectifs de thérapie concrets. Concrets dans le sens comportementaux
dans le sens des comportements que vous aimeriez vous voir faire à l'avenir et aussi de quelle fonction ils pourraient avoir parce que bien souvent aussi, les personnes peuvent venir nous voir et je l'ai fait moi-même, je suis moi-même allée en thérapie avec cette demande qui est de: «Je veux arrêter de me sentir comme ça. J'en Oui. peux plus, je veux arrêter de me sentir comme ça ou j'aimerais me sentir bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi?» Sauf que des objectifs de thérapie comme ça, en général, ils vont plutôt avoir tendance à continuer à nous faire creuser avec notre pelle parce que, nous, on détient pas ça, on détient pas, ce fameux secret de comment faire pour arrêter de se sentir mal et se sentir et bien souvent, en tout cas au début et à court terme, faire nos actions pour nous rapprocher. Je redonne l'exemple concret de: «Allez, je vais choisir la même chose que ma compagne ou mon compagnon au restaurant». Sur le moment, ça peut être inconfortable. Alors c'est important Mais que oui. les actions, tu vois, tu disais Anne, on va monter aussi petit à petit à l'échelle, c'est normal, on va y aller, barreau après barreau donc c'est important qu'il y ait un certain niveau d'inconfort, sinon on reste dans ce qu'on connaît quoi, de ce Ouais. qu'on sait faire, mais que ça soit pas non plus un niveau d'inconfort, vraiment extrême parce que Mais sinon, oui. ça va nous pousser à reprendre notre pelle et à nous mettre à creuser et à retourner vers ce Ouais. qu'on connaît, ce qui vient nous rassurer, qui ne fonctionne pas à sortir de notre trou certes, mais qui nous rassure, qui peut avoir cette Ouais. fonction-là. Mais en tout cas, d'avoir conscience que monter à l'échelle, si on s'attend à se sentir bien tout de suite dans l'instant présent au début quand on fait ça, encore une fois, c'est contre-intuitif. On va se mettre à faire des actions qui nous font un peu peur, qui vont un peu nous challenger, qui vont venir un peu peut-être réveiller certaines pensées désagréables ou certaines sensations ou émotions désagréables. Donc c'est aussi en ça que c'est très difficile et ou d'être accompagné, de pouvoir avoir un plan d'exposition, comme je disais juste avant, de se dire: «OK, par quoi on commence? C'est quoi qui a un niveau, acceptable, pour aller m'exposer à ces ressentis-là?» Le but premier, c'est pas de les faire disparaître, ces ressentis-là, sinon je risque de me remettre à creuser. C'est vraiment de pouvoir c'est quoi et ça peut être important aussi de travailler ça, justement, c'est ce qu'on travaille beaucoup en acte, autour des valeurs. C'est quoi qui me motive aussi à lâcher la pelle, à choper mon échelle et à me mettre à faire autre chose avec? C'est quoi que je cherche à vivre en sortant des troubles alimentaires, en sortant de ma relation trouble-alimentation? La personne que j'ai envie d'être, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle vit dans sa vie? Est-ce que peut-être, quand elle part en vacances, elle profite des personnes avec qui elle est? Elle goûte à différentes choses si ça lui fait envie, à des choses locales. Peut-être que, elle va aller se baigner, elle va aller faire de la via ferrata ou elle va aller, j'en sais rien, moi, elle va faire niente au bord de la plage, peu importe, mais peut-être qu'elle va se sentir vivante mais c'est quoi qui me... Moi, j'aime bien aussi, n'hésitez pas à faire ça, fermez les yeux et vous visualisez à la fin de votre thérapie, à la fin, une fois que vous aurez travaillé tout ça, la personne que vous avez envie d'être, elle est en train de faire quoi? C'est quoi qu'elle fait cette personne? Et parfois, c'est des choses toutes simples, comme je suis posée avec les gens que j'aime et puis je souris et puis je ris. Voilà, des fois, ça va être juste ça. Vous allez juste vous observer, là, rire dans l'instant présent ou prendre votre sac à dos et puis partir en montagne et puis revenir dans un lieu dans lequel vous êtes senti vivant, vivante et puis vous sentir connecté vraiment à vous-même, à ce qui se passe pour vous. Enfin, bref, vous pouvez fermer les yeux et vous demander c'est quoi que je vis, c'est quoi que je veux expérimenter, vivre à l'intérieur de moi quand je monte à l'échelle. Ça peut aider vraiment aussi à lâcher cette pelle-là et à se mettre à faire autre chose que creuser parce que je le répète, c'est difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc savoir pourquoi on le fait, c'est quoi qu'on cherche à vivre, c'est quoi qu'on cherche à atteindre en montant notre échelle. Là, c'est pas forcément arrêter de se sentir mal. C'est quoi que je veux vivre. Encore une fois, on veut des choses appétitives. C'est quoi que je veux ajouter à ma vie. C'est quoi que je veux expérimenter dans mon corps, dans ma vie. Et voilà, et ça aussi, ça peut être utile pour s'entraîner à monter à l'échelle. Ouais, c'est ça. Petit à petit, dans ce processus, tu l'as rappelé aussi, dans ce processus qui a parfois des hauts, parfois des bas, mais qui en tout cas nous amène à cette personne-là, à cette vie-là qu'on a envie de vivre et qui soit
pleine et la plus satisfaisante possible, hein, sans pour autant être en train de courir après un bonheur perpétuel, parce que c'est pas ça le sujet. Mais, tout à fait, c'est tout voilà. à fait différent et que justement, je sais que je l'avais déjà proposé, Anne, Le piège du bonheur comme livre, comme référence, mais c'est un peu ça en fait. Des fois, justement, pour viser, je veux me sentir bien ou je veux arrêter de me sentir mal, on peut se mettre à faire des actions où on creuse avec notre pelle, alors que Eh oui. moi, j'aime bien dire que c'est différent. C'est bien sûr que quand on se sent vivant, on a pas mal de chances de se sentir bien aussi, mais ça veut pas dire qu'on vit une vie où on tombe plus jamais dans des trous, où on ressent, ou même sans être dans un trou, mais on va ressentir des choses compliquées. Oui. Pour l'exemple de l'insatisfaction corporelle, on peut très bien être sorti de notre trou des troubles alimentaires, être sorti de notre trou d'une image corporelle négative, destructrice, et pour autant encore parfois ressentir de l'insatisfaction corporelle ou ne pas apprécier chacune partie de notre corps ou ne pas en trouver belle certaines. Et je parle d'apparence physique, mais ça peut être aussi, on peut très bien par le même temps ressentir une souffrance de vivre un handicap ou ressentir une souffrance d'être discriminé ou stigmatisé, hein. C'est aussi des choses qui sont réelles et qui engendrent de la souffrance maintenant. Encore une fois, c'est un peu le principe aussi de l'acte, c'est de partir du principe que juste le fait d'être un être humain, on va être amené à ressentir tout type d'émotions. Et quand on y réfléchit, tu vois, j'aime bien dire ça aussi des fois aux personnes que j'accompagne, quand on réfléchit, les types d'émotions qu'on ressent, si on prend les émotions un peu primaires, entre guillemets, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, la surprise, tu vois, on en prend 6. Sur les 6, les émotions agréables, Oui. il y a la joie et dans certaines circonstances, la surprise. Et dans certaines autres, la surprise va pas être top. Mais toutes les autres, finalement, sur 6, il y en a quand même 4,5 a priori qui sont pas désagréables. agréables, voilà. Et elles font partie de notre expérience humaine, en fait. Elles font... On perd quelqu'un, et aussi d'observer ça, je trouve ça toujours très intéressant. Ce qui va nous faire ressentir de la souffrance, c'est justement parce qu'il y a quelque chose d'important pour nous derrière, hein. Les choses pour lesquelles on s'inquiète, les choses pour lesquelles on a peur, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour nous là-dedans. Des fois, c'est parce qu'on aime une personne qu'à la fois on a peur de la perdre, hein. Donc c'est vraiment de venir observer que toutes ces expériences-là, elles sont normales, elles font partie de notre existence humaine et que en fait, on a toute la place en nous pour vivre ça. Ça va pas nous terrasser, ça va pas nous anéantir. En revanche, ce qui peut vraiment nous coincer dans notre trou et rajouter des couches de souffrance sur notre douleur initiale, quelque part, c'est quand on se met à creuser pour à tout prix s'en dépêtrer, en fait, de ces douleurs-là qui sont présentes, inhérentes à notre condition humaine, mais quand on cherche à s'y échapper et justement à atteindre ce bonheur-là total dans lequel on se sentirait que bien, c'est là où on peut se mettre dans notre trou et à creuser très très longtemps. Et oui, et oui. Ou avec notre échelle. Ou avec notre échelle, voilà, parce que c'est le piège aussi. Ouais. Je te remercie beaucoup, Ariane. On est en train d'arriver à la fin de cet épisode qui était extrêmement riche et plein de pratico-pratiques aussi. Donc, je te remercie beaucoup pour les exemples que tu as donnés et cette fabuleuse métaphore du trou qui était un peu angoissante. Je ne sais pas si vous, comme moi, vous avez vécu émotionnellement quand même. Voilà, on a traversé quelque chose. On a fait un peu d'exposition émotionnelle ensemble. Exactement, voilà. Exactement. Est-ce que tu serais d'accord pour que les personnes qui ont écouté cet épisode te contactent éventuellement, viennent te faire leur retour sur cet épisode ? Bien sûr, elles peuvent me contacter sur Instagram, sur ma page Ariane Lapsy, si elles souhaitent, sans problème. Ok, nous mettrons bien évidemment le lien dans la description de l'épisode. Je te remercie encore 1000 fois d'être venu sur la pleine conscience du pouvoir. Je pense qu'on sera sans doute amené à enregistrer de nouveau un ou d'autres épisodes sur d'autres thèmes. En tout cas, ce sera avec grand plaisir pour moi.
Je te souhaite une très bonne fin de journée. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, l'été bat son plein, donc de bonnes vacances, même s'il sera diffusé alors que nous serons rentrés. Voilà, je te souhaite de bonnes vacances. Je te dis à très bientôt, Ariane. Merci beaucoup, Anne. Merci à toi pour ton invitation et ce sera avec grand plaisir que je reviendrai parler de même d'autres sujets avec toi. Et vraiment merci et merci aux personnes qui nous écoutent. C'était vraiment un super moment pour moi aussi. Et bel été à toi aussi, Anne, du coup. Oui, et puis donc, belle rentrée à vous tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous laisser un avis, un commentaire si votre plateforme d'écoute le permet. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.